Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 2 septembre de l'année 2018, c'est aujourd'hui la journée mondiale des vautours. Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous savoir nombreux sur les différentes antennes des médias du groupe de presse Le Matinal. Bienvenue dans votre émission sociopolitique Carte sur table. L'actualité politique au Bénin est marquée par la révision du code électoral en étude à l'Assemblée nationale. La polémique enfle autour d'un texte qui devrait pourtant être fédérateur. La majorité et la minorité parlementaire sont divisées sur les principes. Pendant ce temps, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vient d'ordonner l'annulation des passeports de l'ancien ministre Komi Koutié, de l'ancien maire de Cotonou, Liadi Vinagnon Soglo, et de maître Abou Seydou, ancien greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des poursuites judiciaires engagées contre eux. 29 mois après son intronisation, le président Patrice Talon continue ses réformes. Le peuple vit-il mieux? Élément de réponse avec les invités de ce numéro de Carte sur table. Il s'agit de M. Christian Yanoussi, conseiller municipal à la mairie de Cotonou, membre du parti USL, Union sociale libérale, un parti bien sûr de l'opposition, un parti d'opposition régime en place, et M. Antoine Aboukonou, économiste financier, acteur politique. Il a bien sûr, il soutient les actions du chef de l'État, le président Patrice Talon, et bien sûr le régime du nouveau départ. Merci donc à tous les auditeurs du nord du Bénin qui vous ont rejoint grâce à Urban FM de Parakou en synchronisation. Vous êtes également sur Océan Télévision Web du groupe de presse Le Matinal. L'émission est réalisée en direct depuis les studios Alain Carton de Cotonou, Océan FM, émettant donc de la capitale économique de notre pays. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, bienvenue dans cette émission. Et c'est parti. Voilà, mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et merci de nous rester fidèles. Mes chers invités, merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Yanoussi, bonjour. Bonjour. Monsieur Aboukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Hospice. Voilà. Alors, je le disais donc au sommaire, nous allons parler de la proposition de loi modificative portant code électoral actuellement en étude à l'Assemblée nationale. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, comment expliquez-vous les débats qui se mènent autour de ce texte qui devait, je l'avais dit tantôt, pourtant être fédérateur, monsieur Christian Yanoussi? Oui, il faut dire que normalement, ce projet de loi ou bien ce texte en examen aujourd'hui à l'Assemblée ne devrait en réalité pas susciter autant de contradictions, autant de remous. La démarche reste biaisée parce que le consensus doit être au cœur de tout ce que nous entreprenons, surtout pour ce qui est des tests électoraux. Ces tests doivent être en réalité un ramassé de tout ce qui doit encadrer les élections au Bénin, ne serait-ce que pour une certaine période bien déterminée. De ce point de vue, le consensus doit primer sur toute action. Vous pensez que c'est à la va-vite qu'ils ont déposé les dossiers, le code électoral à l'Assemblée nationale, c'est ça? Je ne dirais pas à la va-vite, c'est une imposition pratiquement d'un point de vue. De façon unilatérale, des gens se sont levés, ils se sont rassemblés, ils ont concocté un test, et ils estiment avoir une majorité qui leur permette d'atteindre leur objectif à eux, qui n'est forcément pas l'objectif du grand nombre de tous. Vous parlez de quel objectif selon vous, monsieur? L'objectif pour eux, c'est de gagner les élections quoi qu'il arrive. Populaire ou non, présent sur le terrain ou non, qu'ils puissent gagner les élections avec des tests biaisés. Alors, monsieur Aboukonou, Antoine, quelle lecture faites-vous rapidement de ce nouveau code électoral en examen actuellement à l'Assemblée nationale? Non, je dois dire que contrairement à ce que vous dites, je pense qu'il s'agit d'une loi électorale. Et là, de façon générale, dans le monde entier, les lois électorales ont été des lois à polémique. Parce que à travers ces lois, on
prépare la victoire des uns et des autres. Et donc, lorsque ces lois sont en jeu, tout le temps, ça n'a jamais été un débat facile. Et vous allez voir que nous sommes, après 28 ans de démocratie, nous sommes à plus d'une vingtaine de lois électorales. Ça veut dire que la pratique ne date pas d'aujourd'hui. À la veille ou à l'approche de chaque élection, l'Assemblée nationale essaye toujours de définir des règles particulières pour l'élection du président de la République, l'élection des députés. Donc ce n'est pas aujourd'hui que l'exercice se fait. Et pour celui qui suit bien l'actualité politique, ça a été toujours un débat houleux. Même le code en vigueur qui a été là n'a pas été voté à l'unanimité. Et donc, lorsque nous sommes en face d'une telle loi, il faut bien sûr le consensus, mais quel type de consensus? Et le consensus ne signifie jamais l'unanimité. Et je dois rappeler que nous devons accepter que nous sommes en démocratie et que les règles, et que la démocratie, c'est des règles préétablies. Lorsque la minorité a dicté sa loi à la majorité en ce qui concerne le projet de révision constitutionnelle, mais personne n'a rien dit. Mais il y a aussi parle de passage en force, mais c'est d'une majorité qui veut coûte. C'est ça, il n'y a aucun passage en force. C'est ça, je vous dis que la démocratie, c'est des règles préétablies. C'est ça. La démocratie, c'est un système idéal parmi tous les mêmes, mais ce n'est pas un système qui n'a pas de problème. La démocratie a ses problèmes. Les députés représentent en quelque sorte, bien sûr, les populations. Est-ce que les populations ont été informées, bien sûr, donc des tests, voilà, de ce plan électoral? Est-ce qu'il a été comme le dit M. Yanoussi? Non. Là, je vous réponds de deux façons. Les députés représentent le peuple. Mais cette représentation doit être précisée. Comment? Voilà. Dans l'article 80 de la Constitution, oui, il est dit que le député est l'élu de la nation tout entière et que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire quoi? Un député, du point de vue du droit constitutionnel, un député n'est pas élu par sa circonscription. Il est élu dans une circonscription. Et donc, il n'a pas... Il représente la nation. La nation étant une personnalité morale, elle n'a pas de volonté, mais celui qui représente la nation agit au nom de la nation et au nom d'un individu et au nom d'une circonscription. Et donc, le député, au regard de la Constitution, est libre en toute conscience de juger et de décider de ce qui va dans l'intérêt général. C'est ça la réalité. La pratique que nous vivons, ce que vous dites, on peut en venir là parce que le député étant élu au suffrage universel direct, il a certainement des comptes à rendre à sa base. Donc, peut-être là où j'ai vu que les députés, pour éviter ces polémiques-là, devaient au préalable aller expliquer pour dire voilà pourquoi nous voulons tenir tel comportement. Ça n'a pas été fait, je suis d'accord. Mais du point de vue constitutionnel, le député n'a pas une exigence vis-à-vis du peuple, des électeurs. Voilà. Il agit au nom de la nation. Tout à fait. Alors, vous le savez mieux que moi, hein, c'est un texte volumineux composé de 397 articles répartis donc en 6 livres. Alors, sur les questions majeures relatives à la cause, bien sûr, donc de 250 millions et au quitus fiscal, les députés de la majorité et de la minorité sont divisés sur la question, sur les principes. Alors, M. Yanoussi, 250 millions comme caution avant de briguer le poste du président de la République, qu'en dites-vous? Non, avant de me prononcer sur ça, il faut dire que la réaction de mon ami d'en face renforce un peu l'appréhension que j'ai toujours eue du concept véhiculé par le nouveau départ
leur perception de ce qu'on appelle l'état de droit, de leur conception de ce qu'on appelle démocratie et de tous ceux qui constituent leur soutien aujourd'hui, leur perception en réalité de ce qu'on appelle élus, députés, le peuple, la nation et tout ce qui entoure ça. En réalité, vous ne pouvez pas dire que le député n'a pas une exigence vis-à-vis de sa base ou bien de ses électeurs. Il a un mandat et il le tient de ceux-là qui ont voté pour lui, de ceux-là qui constituent ses électeurs dans la circonscription. De ce point de vue, le député, pour avoir été élu, ne peut rien faire normalement sans tenir compte de l'intérêt général, l'intérêt de ceux-là pour qui il est à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les choses se font de sorte que la population ne soit même pas intéressée, ou bien c'est que c'est eux seuls qui ont la vraie conception, la vraie perception de ce qu'on appelle loi, ce qu'on appelle démocratie, ce qu'on appelle gouvernance. Ce que les gouvernants, ce que les députés du BMP pensent, ils estiment que c'est ça qui est bon pour le pays. Or, on a toujours dit, je le dis toujours, quelque ambition que ce soit pour une nation, pour qu'elle soit réalisée et concrétisée, il faut qu'elle soit partagée de tous et par tous. Si vous ne faites pas partager votre ambition pour le pays par tous, ça ne prospérera jamais. C'est à ça on assiste aujourd'hui. C'est un peu comme un défi personnel où le gouvernement pense que le Bénin, c'est sa chose. Les gouvernants pensent que le Bénin et les Béninois, c'est leur chose. On peut les amener où on veut, on peut les diriger comme on veut, on peut faire de ce qu'on veut. Ça, c'est une perception complètement erronée. Maintenant, pour revenir à cette affaire de caution de 250 millions, il faut partir du diagnostic. Quel est le diagnostic qui a été fait? C'est le diagnostic qui est erroné. Le diagnostic est erroné. J'ai suivi une vidéo qui est passée hier sur les réseaux sociaux où un Béninois citoyen disait que vous demandez à quelqu'un je paraphrase rapidement, vous demandez à quelqu'un de déposer 250 millions pour aller aux élections. Or, son salaire ramassé pendant tout son mandat ne fera pas 250 millions. Vous attendrez quoi de celui-là? C'est-à-dire, on met l'argent au cœur des élections, on met l'argent au cœur de la gouvernance. Et ça se justifie par tout ce à quoi on assiste depuis le 6 avril 2016. Tout ce qu'on dit est contraire à tout ce qu'on fait. Mais la majorité dit que c'est pour éviter justement les candidatures fantaisistes. Quelles candidatures fantaisistes ont gêné quelqu'un dans ce pays? On a vu plein de candidats. Des gens se sont levés, nous voulons être candidats. Ils sont allés où? Ça, en 2016, les gens qui sont venus à Zim, par exemple, pour dire que le président de la République. C'est quoi l'impact négatif que ça a eu sur la gestion du gouvernement en place depuis 2016? Mais on n'a qu'à nous dire ça. Quel impact ça a eu sur l'organisation des élections? Que un Fafelu, qu'il soit, se présente, dit je veux aller aux élections. Quel impact ça a eu sur le développement du Bénin ou son regressement? Je ne vois pas. Donc le diagnostic, tout le monde peut être candidat. Déjà 40 ans, 70 ans, il y a discrimination déjà. Donc, il faut faire les choses de façon plus élégante. Ne pas mettre l'argent au cœur du débat. Il y a des gens qui n'ont pas autant de ressources, mais qui ont de très belles idées, qui ont des aptitudes, qui ont les capacités de conduire ce pays à une destinée, à la meilleure destinée qu'on puisse imaginer. C'est ça. Donc, voilà un peu ce que je pense. Nous voudrions, ou bien le gouvernement voudrait que l'argent soit au cœur du débat politique, et c'est pas bien. Il faut que au niveau des formations politiques et des débats, qu'il y ait vraiment de la logique politique, qu'il y ait des idéaux qui orientent tout ce que nous faisons et tout ce que nous aurons à dire. Alors, monsieur Antoine Roukono, voilà, 250 millions de francs CFA, c'est la polémique enfle pratiquement dans tout le pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce montant-là, pour 200 millions pour les députés et 250 millions pour être candidat à la présidentielle? Avant d'en venir à cela, je voudrais que... Moi, je suis dans un débat technique. Ce que M. Yanoussi a dit tout à l'heure, c'est ce que les gens disent pour animer le sentiment. Les opposants, pour animer le sentiment des gens, on dit des choses
et comme le peuple même, y compris même les opposants en question là, ne maîtrisent pas les tests, on les conduit comme ils veulent. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas dit que le député doit se soucier du peuple, de ses électeurs et faire ce qu'il veut. Je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit, c'est ce qui est écrit dans la Constitution. Et nous devons partir de là. J'ai cité l'article 80. Je ne sais pas si peut-être M. Yanoussi maîtrise cet article-là. Je vais le lui relire. Et il va expliquer à la population là, ce qui est écrit ici là, le comportement que le député doit adopter. Il faut qu'on soit honnête. Il ne faut pas qu'on fasse. L'article 80, je vais le lire. C'est l'interprétation de l'article 80. Oui, c'est pas l'interprétation. Allez-y. Article 80 de la Constitution. Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de 4 ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la nation tout entière et tout mandat impératif est nul. Je l'ai dit, mais j'ai relu pour qu'ils sachent que ce que j'ai dit là, c'est vrai. D'accord? Maintenant, quand on dit que tout mandat du député impératif est nul là, il n'a qu'à expliquer aux populations ce que ça signifie. Non, il n'est pas là pour expliquer. Non, il n'a qu'à expliquer. Pourquoi je le dis parce que si la population n'a pas une perception de la démocratie que nous faisons, on peut toujours la manipuler. Le député n'a pas un mandat impératif. En France, un peu partout, c'est ça. C'est-à-dire que le député, cela ne signifie pas qu'il ne doit pas écouter sa base. Voilà. Il écoute la base, non. Il recueille les différentes aspirations, mais il n'a pas une contrainte pour dire mais si moi je suis allé à Mananville et mes populations disent que par rapport à ce sujet, il faut adopter un comportement A. Je vais à Dogbo. Moi je suis à Dogbo. Ceux qui sont à Dogbo disent d'adopter un comportement B. Je vais à Djaouere. L'autre dit comportement C. Ce qui est évident, je ne peux pas adopter le comportement A, B et C à la fois. Par rapport à ce sujet. Je suis obligé d'adopter un comportement donné. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi la Constitution a prévu que non. Le député, au détour de tout cela, doit avoir en lui sa propre conscience qui doit le guider pour l'intérêt général. Et il prend une décision. Ça veut dire que le débat qui se mène actuellement au niveau de l'Assemblée nationale, les populations ne doivent pas. Non, c'est ça, c'est ce que vous dites. Non, j'ai dit la population, la preuve, nous sommes ici. Tout le monde en parle. Mais je dis que tout ce que nous faisons ici, là, un député ne peut pas venir demain pour dire que, en réalité, moi j'ai pensé que c'est A qui est bon pour la nation. Et comme vous m'avez dit B là, c'est pourquoi j'ai dit B. Donc, subissez. Il ne peut pas nous le dire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir nous dire demain que c'est parce qu'on l'a poussé qu'il est allé agir de cette façon. C'est ce que la Constitution dit. D'accord? Bon, j'en viens maintenant au problème de caution. Oui. Je dois dire que la première remarque que nous devons faire, ce n'est pas maintenant que nous voulons écrire le code électoral. C'est un amendement du code électoral. Il y a un code électoral qui existait depuis 2013 que maintenant nous voulons amender. Je dis cela parce que le raisonnement qui se fait aujourd'hui en sortant du contexte de l'ancien code ne permet pas de nous situer. Dans l'article 110 de l'ancien code, au titre du financement de la campagne électorale, il est prévu que le candidat à l'élection présidentielle peut dépenser jusqu'à 2,5 milliards de nos francs pour la campagne. J'ai précisé, j'ai donné l'article. D'accord? 2,5 milliards de frais de campagne. Et que lorsqu'il obtient 10%, il a droit à un remboursement d'au moins 25% des frais de campagne. Ça fait 750 millions. D'accord? Et dans ce code, il était prévu que le candidat
paye 15 millions pour aller aux élections présidentielles. C'est la situation ante ça. D'accord? Maintenant, on vient à la situation actuelle. Je crois que moi-même, mon avis personnel, les 250 millions, c'est exagéré. C'est exagéré. C'est déjà heureux de le reconnaître. Non. Attends, suis bien mon raisonnement. Moi, je ne fais pas les raisonnements d'opposants. Suis bien. Parce que vous-même, vous pouvez aussi comprendre beaucoup de choses. Il ne suffit pas seulement de donner le montant. Moi-même, je dis 250 millions, c'est exagéré. Mais c'est une exagération que, quand je le replace dans le contexte que je viens de vous citer, je peux commencer par comprendre. Parce que celui qui peut dépenser 2 milliards 500 millions pour la campagne électorale, ça veut dire que 250 millions pour celui-là. Je parle de lui, hein. Celui qui est capable de payer 2 milliards 500 millions pour la campagne là, 250 millions là, c'est rien pour lui. Si on mélange les deux, c'est ça. Il ne suffit pas, si je peux dépenser 2 milliards 500 millions pour la campagne, parce que lorsque on fait la campagne, tout le monde sait dans ce pays que c'est l'argent qui gouverne les élections. C'est pas aujourd'hui que l'argent est rentré dans les élections. C'est de l'hypocrisie que nous faisons. Et nous, ça a été toujours notre lutte permanente. Une lutte permanente, mais qui on parle de 250 millions. Je l'ai écouté. Oui, monsieur Alou. Celui qui va aux élections présidentielles et qui a 10%, même s'il a dépensé 50 millions pour la campagne, le trésor public a le droit de lui retrocéder 750 millions de contribuables. Donc, ceux qui parlent, si nous disons que 200 millions, c'est beaucoup, disons en même temps que 2 milliards 500 millions, c'est trop pour la campagne, harmonisons les choses. Il ne faut pas dire, la personne, on va payer 250 millions, et en même temps, on est en train d'accepter que lorsque la personne a 10%, même s'il dépense 50 millions, l'État peut lui retrocéder 750 millions. Nous ne pouvons pas accepter ça là. Voilà. Maintenant, il aura le temps de se faire. Oui, mais nous avons beaucoup de sujets. La candidature, rapidement, monsieur. Fantaisie dont on parle là, c'est un aspect politique de la chose. Vous savez que c'est facile pour les gens de dire, comme je ne suis pas populaire dans une commune donnée, et que toi tu es populaire, prends 15 millions pour être candidat, prends 15 millions pour faire la campagne. Tout au moins pour me permettre d'empêcher mon rival d'avoir les voix là. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, vous allez me rejoindre. Nous savons comment les choses se passent. Donc, ce que nous voulons faire, c'est pour que le peuple avance. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel? C'est des choses qui se... C'est la pratique. Les petites candidatures. Donc, il faut que... Moi, je ne suis pas venu pour soutenir le gouvernement ou quoi que ce soit. Merci. Travaillons pour que nous ayons un raisonnement cohérent qui avance le peuple. Ne nous asseyons pas pour dire je suis mouvancier, je suis opposant. Non. Le raisonnement doit être de nature à ce que le peuple y trouve son compte. Voilà, monsieur Yamoussi. On m'a annoncé avant que je vienne ici que vous êtes de la mouvance présidentielle et que ce devrait être un avis de mouvancier contre un avis d'opposant. Je note déjà la grosse difficulté à expliquer ce petit aspect des 250 millions à ceux qui vous suivent. Et là, ça me réjouit parce que la rupture, votre gouvernement vous donne vraiment du travail et vous vivez des difficultés en réalité à défendre les actions de votre gouvernement, de notre gouvernement. Au-delà de ces 250 millions, 200 millions pour une liste de 83 députés également, il faut dire que c'est pas bien. C'est pas bien. Le bloc de la majorité parlementaire, c'est ça on les appelle, avec leur télécommande, estime que Cotonou est beaucoup plus leur chose que
la nôtre. C'est pas bon. Les lois électorales partout ailleurs ont toujours été source de conflits, de grands conflits d'ailleurs, si elles ne se prennent pas de façon consensuelle. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où on veut, coûte que coûte, faire passer son point de vue. À quelle fin? Là se trouve l'interrogation. Forcément, vous verrez la volonté très bien affichée de vouloir gouverner de façon éternelle, de s'éterniser au pouvoir. Vous allez voir la volonté pour ceux-là qui n'arrivent plus à retourner à leur base pour leur dire votez pour moi, leur volonté de revenir à l'Assemblée et la volonté de continuer dans ce système de mauvaise gouvernance qui s'est installé depuis le 6 avril 2016. Voilà ce que je peux dire. Sinon, si pour autant nous aimons ce pays, si pour autant nous voulons ce développement, il faut partir d'un diagnostic précis. De 2016, d'avril, des dernières élections de mars, avril 2016 à ce jour, qu'est-ce qu'on a noté de par le fonctionnement de la Sénat, des résultats des élections dernières, la Cour constitutionnelle, les candidats aux élections, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi on en est arrivé là, quels sont les goulots d'étranglement si on devrait continuer comme ça. Qu'est-ce que ça a comme répercussion sur le processus de développement de notre pays? Si on ne fait pas ce diagnostic et on pose un semblant de solution, là, on aurait passé à côté. C'est exactement dans le cas où on se retrouve aujourd'hui. Il n'y a pas eu de diagnostic sérieux, il n'y a pas eu de diagnostic pertinent, il y a eu simplement une volonté de changer des choses pour écarter des candidats potentiels aux élections présidentielles et législatives et présidentielles. Voilà. Nous allons voler dans le débat à l'émission Antoine Adokomi, et il est également dit que les anciens chefs d'État et présidents des institutions, présidents d'institutions, doivent renoncer également à leur avantage 1 an avant d'être candidat à une élection. C'est une innovation également au niveau du code électoral. Votre réaction par rapport à ça? Avant de réagir. Oui, non, nous allons non, c'est un débat. Oui, c'est un débat, c'est vrai. Moi, je voudrais porter quelques rectificatifs, ne serait-ce qu'une minute. Très rapidement, parce que nous allons évoluer. Parce que tout à l'heure, il a dit que nous sommes des mouvanciers, le gouvernement nous donne, on nous met à la tâche, non, tout ce que moi j'ai dit, j'ai expliqué, j'ai cité des tests et j'ai démontré. Donc je ne suis pas un mouvancier qui vient s'asseoir pour applaudir et adresser des panégyriques au président de la République. Je ne suis pas ça. Je suis dans la mouvance. Vous êtes un mouvancier éclairé. Très éclairé. Je suis un mouvancier. De mandat hospice. C'est ici où on a fait le combat. Depuis que vous êtes un mouvancier éclairé, vous soutenez cette affaire de droit électoral en cours de l'Assemblée nationale. Parce que toute personne éprise de paix et de justice ne peut jamais accepter qu'on aille dans ce sens-là. Non, moi je vous ai dit que les 250 millions, que c'est trop. Mais je l'ai replacé dans le contexte d'alors. Qu'est-ce que M. Yanoussi pense lorsque celui qui va à l'élection présidentielle et qui a 10%, que le trésor public doit lui rétrocéder 750 millions? Qu'est-ce qu'il pense lorsque la personne a 10%? C'est pas facile d'avoir les 10%. J'ai dit, j'ai replacé tout dans le contexte. Voilà. Maintenant, oui, donc, il faut comprendre que ce n'est pas un mouvancier mouton que vous avez devant vous. Moi, j'explique les choses. D'accord? Non, il peut en avoir certainement, vous en parlez. Je ne fais pas partie de ceux-là. Je n'ai tout ce que j'ai fait pour le président Talon jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai reçu un franc de qui que ce soit qui peut faire ce témoignage au Bénin ici pour dire qu'il m'a remis un franc. Vous avez compris? Ça veut dire que ce n'est pas un soutien. Je ne veux pas un soutien parce que là, il y a bon à vivre. Non. Le président Talon est venu. Je n'ai rien eu. Mais ce que j'ai eu, c'est qu'il fait ce qu'il dit. Et c'est ce qui est bon pour le peuple. C'est sur ce point qu'on ne va jamais s'entendre parce que depuis 2016, moi personnellement, nous allons revenir sur la gouvernance. On n'a peut-être pas les mêmes référentiels parce que d'avril 2016 à ce jour,
les actes sont toujours différents. On reviendra sur ça, monsieur. Par rapport à la président Talon. Mais allez-y par rapport à la question suivante. Il a dit que on reviendra sur ça, monsieur. Alors là encore, c'est faux. Non, on reviendra sur ça, sur la gouvernance du président Talon. Allons-y par rapport à du code électoral. Le président Talon a parlé d'un mandat unique et il a transformé cette volonté dans le projet de révision constitutionnelle. C'est vous, les opposants, qui ont refusé. Donc vous avez accepté que tel qu'il est bon, il va faire deux mandats. La logique, c'est ça. Puis vous avez refusé. Donc il a tenu parole. Donc ne dites pas qu'il veut s'éterniser. C'est votre logique parce que en réalité, les députés ont estimé que toucher à la loi fondamentale ne devrait pas se faire de façon solitaire ou de façon cavalière. C'est tout le problème. C'est un consensus qui doit régner. C'est un consensus qui doit régner. Ils pouvaient amender. Vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent. Comment? Changer une loi fondamentale d'un pays n'est pas une affaire d'un président, n'est pas une affaire d'une personne. Je ne parle pas Mais pourquoi se lever, vouloir transformer tout comme c'est sa chose à soi seul et tel qu'on le pense? Vraiment. Voilà, je pense Antoine Alokonou, monsieur Christian Yenoussi, nous allons évoluer dans les débats, s'il vous plaît, puisque nous allons revenir sur la gouvernance du président Talon à la fin de cette, presque à la fin de cette mission, à quelques 10 minutes de la fin de l'émission. Nous allons évoluer par rapport au code électoral. Et je disais tantôt, monsieur Alokonou, que il y a également cet aspect-là, les anciens chefs d'État et présidents d'institutions qui doivent renoncer justement à leur avantage un an avant d'être candidat à une élection. Ça, c'est une innovation du code électoral et je voulais avoir votre réaction par rapport à ça. Voilà. Ma réaction elle est tout aussi simple. D'abord, je dois dire que lorsqu'on vote une loi, c'est pour discipliner la société. Et donc, moi, je ne vois pas si, parce qu'on veut voter une loi, ça exclut X ou Y, c'est pas ma préoccupation. Parce que si la loi qui est prise est d'intérêt général et que de façon spécifique ça exclut une personne, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne peux pas dire, parce que la loi là exclut un individu, si c'est ça, il faut laisser. Moi, je ne suis pas dans ce raisonnement. La loi a un caractère général d'une personne. La loi ne vise pas le président Boulaye. Non, je dis ça parce que le raisonnement qui se mène. Voilà. Donc, quand c'est parce qu'on veut empêcher le président Yahya Boni d'être candidat aux élections législatives. Je dis, si ce qui est fait, si on fait le diagnostic et on voit que oui, ce qu'on dit là, c'est bon pour le peuple, même si ça exclut le président Yahya Boni, il faut y aller. Mais ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas, parce que on veut exclure Yahya Boni, le dire quand bien même c'est pas bon pour le pays. C'est ce qu'il faut éviter. D'accord? Et vous savez, comme il a dit tout à l'heure, les lois électorales ont été souvent des sources de conflits. Et souvent, c'est les questions d'exclusion qui amènent ces conflits. L'exemple de la Côte d'Ivoire en est un exemple. D'accord? Donc, à partir de ce moment, je souhaiterais que les honorables députés réfléchissent pour que les lois ne donnent pas l'allure que c'est parce que nécessairement on veut exclure quelqu'un qu'on est en train de procéder ainsi. Vous savez, un ancien président de la République, conformément à la Constitution, a une pension. La Constitution l'a dit. Et le décret qui a été pris en conséquence a donné beaucoup d'avantages au président de la République. Il a une pension qui est égale aux émoluments du président de la Cour constitutionnelle. C'est le décret qui l'a dit. Il a un garde-corps. Il a Pourquoi s'aventurer encore il a beaucoup d'avantages. Le décret déjà a prévu que lorsque ce président-là accède à une autre fonction, que les émoluments ne lui sont contrecédés qu'à hauteur de 50%. Ça veut dire que le législateur déjà
a compris que il ne peut pas avoir de cumul. Ce que moi je souhaiterais, mon avis personnel, ma proposition c'est que qu'on laisse en l'état. On laisse, non, on peut dire, lorsque le président de la République devient député, il perd les avantages liés à son statut d'ancien président, puisque le statut, lui, on ne peut jamais perdre ça. On est ancien président à vie. C'est ça. Même après ça, on est ancien président. D'accord? Donc, on ne perd pas le statut, mais les avantages qui sont liés. Et dès que la personne finit sa législature, il n'est plus député, il reprend ses avantages. Alors là. Toutefois, Oui. nous devons aussi nuancer. Puisque la Constitution a prévu que lorsque vous avez 70 ans, vous ne pouvez plus être candidat. Bon, vous pouvez être candidat. Lorsque vous avez fait il y a 2 mandats présidentiels au Bénin, vous ne pouvez être plus jamais candidat sous la même Constitution. Alors qu'il est prévu que dans les cas de vacances de poste du président de la République, dans certaines conditions, le président de l'Assemblée nationale peut remplacer, peut assumer l'intérim. Mais qu'est-ce qui va se passer si Yaïboni, je prends Yaïboni puisque c'est lui que je vois là. Non, c'est lui qui a fait 2 mandats quoi. Oui, c'est lui qui me permet d'étenuer mon argumentation. Tout à fait. Lui il a déjà fait 2 mandats. Oui. Je suppose qu'il a déjà fait 2 mandats. Il devient député. Il devient président de l'Assemblée et il y a ce cas de vacances. Mais vous allez trop vite, hein, vous allez trop vite dans votre imagination. Non, c'est pas une imagination. Laissez-moi aller. Vous projetez déjà en 2019. Non, laissez-moi. Non, je dis. Non, c'est les tests. C'est une supposition. Donc c'est ça qui fait. Non, je ne dis pas que c'est ça. Je ne dis pas que c'est ça. Donc je dis. C'est ça qui trouble en réalité. Celui-là, non, celui-là qui devient président, on parle des tests, ce n'est pas des individus, moi j'explique des choses. Celui-là qui devient président de l'Assemblée et assumera une 3e fois le mandat, il y a violation de la Constitution. Donc moi j'aurais proposé, pour éviter ça là, il peut être député, mais il ne peut pas être président de l'Assemblée. Monsieur Yannissi, je dois pas m'inscrivant dans votre fiction où il y a Ebony. C'est pas une fiction, c'est les tests, non? Les tests n'ont jamais dit qu'il y a Ebony Ferressi, c'est vous qui avez. Non, les tests ont dit que ce gars a 2 mandats ne peut plus faire une 3e. On laisse la parole à monsieur Yannissi. Vous avez dit qu'il y a Ebony pourrait se retrouver président de l'Assemblée. Président de l'Assemblée assumant un intérim d'un poste un poste de présidence vacant n'est jamais président de la République dans sa plénitude. C'est le juge constitutionnel en tant que seul interprète qui nous départagera. C'est de ça il est question. Tout est prévu par les tests. L'intérim a sa durée. On va aux élections et dans un bref délai même. Et les tests ont tout encadré. N'ayez pas peur, soyez zen. Yaïboni n'est pas dans ces petits calculs. Mais toute autre personne pourrait se retrouver dans le cas de Yaïboni demain. Moi, mon problème par rapport à ces prises de position concernant cet aspect de la loi en projet est notamment relatif au diagnostic qui nous conduit à cette proposition. Quel diagnostic a été fait? Qu'est-ce qui nous amène à estimer que ancien président, on ne peut pas être député ou bien on ne peut pas être même candidat tout en gardant les avantages et attributs liés à son ancien poste? Je veux savoir. Mais jusque-là, il n'y a eu aucun document, il n'y a eu aucune étude faite, il n'y a eu aucun raisonnement sérieux autour de la question. C'est une seule personne qui fait peur. C'est une seule personne qui constitue un cauchemar pour tout un groupe. C'est pas vrai. Laissez ça. Concentrez-vous sur le travail pour lequel on vous a installé, pour lequel vous avez prêté serment. Vous avez également prêté serment pour renforcer la cohésion, pour défendre la Constitution, pour être garant de la Constitution. Mais
Rien de tout ça ne se voit à travers les actes qu'on pose au quotidien. Donc, pour cette affaire de 200 millions pour la liste des députés, je crois qu'il vient de faire une très belle proposition également, parce que ça va dans la logique de du code électoral en vigueur, qui même pour les élections municipales et législatives à la fois, on dit tout député qui accepte de se faire installer comme conseiller communal ou municipal paie son mandat de député. C'est ça. C'est une logique. Monsieur, il y a aussi la nouvelle mouture du code électoral. Il y a aussi ce volet-là, le quitus fiscal, parce qu'il faut être en règle vis-à-vis du fisc avant encore de poser sa candidature. Sur ce plan, vous êtes d'accord? L'administration, le pouvoir d'État a tous les moyens de faire payer les impôts aux contribuables. On n'a pas besoin même de faire apparaître ça dans un code électoral, même si on arrivait à l'imposer, puisque le directeur qui doit donner cette attestation est sous ordre d'un président, d'un ministre. Il doit parce que c'est anticonstitutionnel comme on le dit. Non, même si on arrivait à le mettre, on doit pouvoir prévoir une voie de recours. Si par hasard un supérieur hiérarchique disait à un agent de l'État ne délivre pas une attestation à telle ou telle personne et qu'on commence par traîner le demandeur d'un quitus, qu'il puisse saisir une juridiction ou qu'il puisse saisir une autorité et dans un délai bien encadré qu'on puisse dire pourquoi vous ne donnez pas tel document à telle personne, ou peut-être au bout de quelques jours on dit d'office ça, on considère qu'il est à jour, qu'il n'est pas à jour. Donc c'est autant de propositions que les députés devraient revoir, améliorer peut-être, parce qu'on ne peut pas dire que pour être un député, un élu de la nation, il ne faudrait pas être un modèle, il ne faudrait pas être exemplaire du point de vue fiscal, du point de vue économique, du point de vue comportement, du point de vue social et tout. Donc il faudrait également encadrer de sorte qu'il n'y ait pas abus ou que ce ne soit pas orienté vers une seule personne dans le seul but d'exclure. Voilà. Monsieur Antoine Adoukono, c'est vrai que certains observateurs ils voient l'expression d'un acharnement politique contre les opposants. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que vous voyez ce que monsieur Yannou vient de dire par rapport au quitus fiscal? Votre proposition, est-ce qu'il faut carrément le bannir du code électoral et revoir un peu peut-être les stratégies qu'il faut mettre en place pour faire payer, monsieur, les candidats, disons, ceux qui doivent à l'État en matière bien sûr donc de fisc et autres là. Non, je crois que vous savez le problème du quitus fiscal a son origine dans la Constitution. L'article 44 de la Constitution a prévu les conditions qu'il faut pour être président de la République. Et au nom de ces conditions, votre moralité est exigée. Donc, celui qui ne paye pas ses impôts ne peut pas dire qu'il a de bonne moralité. D'accord? Deuxième élément, le président de la République, si le candidat arrive à être élu président de la République, il sera chef de l'administration. Et cette administration, c'est lui qui traque les gens pour payer les impôts, contraindre les gens. Et celui qui est son chef lui-même, lui sera là pour ne pas payer les impôts. Et son administration qui lui coiffe sera à la trousse des gens. C'est pas bien cela. Donc, le fait d'exiger le quitus fiscal, je pense que c'est une très bonne chose. C'est ça. Maintenant, comme il le dit, nous sommes en politique. Et on sait que toute majorité à l'Assemblée nationale. Puis je vais en venir là tout à l'heure. Politiquement, tout ce qui se fait là, ce que mon ami dit là, non, nous sommes, c'est un combat, c'est pas que les opposants vont dire, et on va les laisser. Chacun exploite sa majorité. On a vu Yaïbon ici. C'est ce qui s'est passé dans ce pays là. Quand un pouvoir a sa majorité là, ce qu'il en fait, on a vu ici. Donc, si moi j'aurais souhaité, comme il a dit, que dans la loi, qu'on puisse prévoir
En cas où l'intéressé demande le quitus fiscal, voilà le délai pendant lequel il peut l'obtenir. S'il n'arrive pas à l'obtenir d'office, il dépose sa candidature sous réserve que le quitus fiscal arrive. Sauf que l'administration fiscale dit pourquoi il ne le lui a pas délivré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, puisque l'administration, c'est le pouvoir, donc il faut mettre les verrous pour que le pouvoir ne manipule pas l'administration au fin d'exclure comme les gens le disent. Moi, ma position, elle est claire là-dessus. Non, au moins on partage une position commune. Je vous ai dit qu'on est venu parce que pour travailler pour le peuple. On n'est pas venu pour dire je suis à Djavon, je suis à une... on a fait un truc. Oui, non, le raisonnement que les opposants mènent, c'est lorsqu'on dit par exemple qu'il faut 15% au plan national avant de lever le siège des députés et que les opposants sont là à dire tout ce qu'ils veulent. Mais il faut aller, il faut aller au fondement des choses. Nous voulons régler un problème. Nous voulons finir avec les partis politiques régionaux, ethniques, d'accord, régionalistes. C'est ça l'objectif final. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que le député est l'élu de la nation tout entière, il faut que désormais lui-même le comprenne et que les populations aussi le comprennent. Il faut que lorsque vous êtes député à Malanville, vous puissiez comprendre qu'on peut même ne pas voter pour vous à Malanville, mais que parce qu'on a voté pour vous dans le Bénin, vous enlevez le siège. Et pour que ceux qui sont là comprennent que vous êtes effectivement envoyé par le peuple et non mais les gens sont en train de voir les difficultés. Vous avez vu le député à l'abbé, il a dit quelque chose de très important. Et c'est ce que les gens ruminent tout bas. Il a dit que le PRD, si on le fait, le PRD va mourir. Puisqu'il a dit que c'est Lomé et le plateau. Et que ça fait à peine 7% pour le PRD. Et que si on maintenait les 15%, que le PRD va mourir. Et c'est ça ce que nous voulons éviter. Nous voulons montrer que quand on dit PRD là, c'est pas seulement au même plateau. Ce que moi j'ai toujours dit, nous voulons éviter que les gens pensent que quand on dit PRD, c'est pas le même plateau et tout. Il faut que ça s'arrête également. Vous voulez, c'est pas votre volonté qui constitue notre aspiration. Non, c'est l'Assemblée nationale qui va voter. C'est pas moi. Quand je dis vous, je parle. C'est pas nous, c'est la loi, c'est la démocratie, c'est pas nous. C'est la démocratie. Je vous ai laissé tout le temps. Oui, d'accord. La loi à l'Assemblée nationale, d'abord c'est une proposition de loi, c'est même pas un projet de loi. C'est pas le gouvernement. Ok. Donc, je vais revenir en fait à l'affaire du quitus fiscal. Même si on devrait être amené à mettre dans une loi électorale, il faut que ce soit encadré de sorte à ce que le fonctionnaire n'ait pas eu un pouvoir de blocage, ou bien quand il est sous pression, quand il est sous ordre, qu'on puisse le manipuler de sorte à ce qu'on arrive à exclure des candidats qui aient des voies de recours. Et ces voies de recours, je le dis déjà, que ce ne soit jamais la Cour constitutionnelle d'aujourd'hui en qui personne n'a confiance. Ça, c'est une grande question. Là, c'est un autre débat. Ça dit que vous ne pouvez... C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas eu Cour constitutionnelle. Je vous laisse tout le temps de vous exprimer. Laissez-moi le minimum. Allez-y. Aujourd'hui, c'est pas un secret pour quiconque. Ce n'est un secret pour personne. Il y a crise de confiance. Les populations, les Béninois ne croient pas en leur Cour constitutionnelle, ne croient pas en leur Cour constitutionnelle. Parce que la façon qui incarne le juge constitutionnel aujourd'hui, c'est l'avocat personnel du président de la République. On a vu son parcours, on a vu d'où il est parti, on a vu ce que les deux ont fait ensemble. Vous croyez que tout ce qui se fait comme manipulation à l'Assemblée et partout ailleurs se fait sans que les deux télécommandes soient informés, c'est-à-dire le gouvernement et son chef en amont et la Cour constitutionnelle en aval? C'est des choses qui se disent, qui s'échangent entre les deux acteurs. Vous avez les preuves de ce que vous dites par rapport à ces échanges? Tout porte à croire, puisque tout le monde joue dans un film, dans un théâtre, et le BNP a son rôle à jouer, tel a son rôle à jouer, c'est comme ça.
Donc, les aveugles peuvent même le dire, tout le monde le sait. Quand on voit le résultat de ce qui se fait à l'Assemblée, on sait que ça ne vient pas de... Ça vient du président de la République. Ça vient depuis, vous savez, de tout cela que vous savez. Donc, aujourd'hui, il y a crise de confiance. Le gouvernement, la Cour constitutionnelle doit travailler de sorte à reconquérir la confiance du grand nombre et apaiser la situation. Ce n'est qu'en allant dans ce sens que la tension sociale va baisser. Sinon, si ça s'accentue et que la crise de confiance perdure, le peuple se soulèvera. Ça, c'est partout. On voit ça. Quand le peuple n'a plus confiance en sa justice, il se fait justice lui-même. Donc, il faut travailler de sorte à rassurer les uns les autres, rassurer ses administrés, rassurer ses concitoyens et travailler de sorte à réaliser ce pourquoi on vous a élu. Voilà ce que Monsieur le Colomb, vous croyez à la Cour constitutionnelle? Je crois que Monsieur Yanoussi, je crois que vous êtes un intellectuel, mais le raisonnement que vous menez maintenant, j'ai vu que, en fait, tout le monde mène le raisonnement du trottoir et on évolue comme ça. Nous sommes en démocratie et nous n'exprimons de volonté que la volonté populaire qui est la Constitution. Nous sommes en démocratie, je répète, et nous n'exprimons de volonté que la volonté populaire qu'est la Constitution. La Cour constitutionnelle est une institution. Et que l'on le veuille ou pas, elle reste et demeure une institution. Ce n'est pas la personne du président Djobérou qui est la Cour. Allez lire la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Les décisions se prennent. Aujourd'hui même, les audiences sont publiques et vous faites bien de nous informer. Et c'est une bonne innovation. D'accord? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La démocratie, là, c'est les rapports de force politique. Ceux qui sont FCB aujourd'hui et qui crient. C'est souvent qu'on a la LEPI. Je me rappelle très bien. Et c'est dans le combat, ce n'est pas aujourd'hui. La LEPI, dans ce pays, où les gens, la LEPI n'était pas prête. Et les députés de l'opposition, en ce temps étant plus nombreux, ont procédé à l'abrogation de la loi sur la LEPI. Et la Cour constitutionnelle a refusé pour dire qu'ils ont abusé de leur pouvoir de législateur. Quand même, ils sont nombreux. Parce que justement, en ce moment, cette Cour est dans le jeu dont il parle. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ne me dites pas que c'est sous parti talon là, que tout ce que vous dites là est né. C'est des choses qui existent depuis. La justice, on dit la justice est corrompue, mais quand tu as le problème, tu vas où? Tu vas devant justice? Non. Donc, nous avons fait l'option de la démocratie, on fait avec. C'est vrai, notre souhait n'aurait jamais été qu'une Cour constitutionnelle soit partiale. N'aurait jamais été qu'une Cour constitutionnelle soit partiale, que la Cour constitutionnelle rende justice et non service. C'est notre souhait. Mais on fait avec. Voilà, merci, monsieur. On avait le chaos dans ce pays. On avait le chaos dans ce pays. Voilà, nous allons venir dans le débat pour. La Cour constitutionnelle n'a pas été capable de donner le nombre d'électeurs. Monsieur. Le nombre d'électeurs. Et pourquoi il a proclamé le chaos? Monsieur Aloukoulou, merci. On a subi, non? Monsieur Aloukoulou, je pense que nous allons. Nous allons évoluer dans le débat et mettre en veilleuse le code électoral pour parler, monsieur, donc des grèves. Vous savez, fini donc les grèves perlées, voire politiques dans les administrations publiques du Bénin, puisque les députés ont adopté une proposition de loi qui limite donc la grève de travail donc à 10 jours par an. Cet encadrement, bien sûr, des mouvements de débrayage dans le secteur public. Alors, comment est-il perçu chez vous, monsieur Yanoussi? Non, la loi, elle est déjà adoptée et on attend la suite. Donc, il ne devrait plus y avoir grand débat autour de ça. 10 jours par an?
Bon, on prend acte et puis on évolue. Sur ce plan, vous êtes d'accord? Je ne pourrais plus dire à cette étape je suis d'accord, je suis plus d'accord. J'en prends acte et puis on évolue. Alors, votre point de vue, rapidement. Moi, je ne veux pas. C'est mon point de vue. De toute façon, c'est mon point de vue. Ici. D'accord. Moi, peut-être que j'ai pensé que, bon, tel qu'on fait le débat, c'est pourquoi il est découragé. Non. C'est mon point de vue. La loi est votée. Il n'y a plus de débat. Nous m'attendons de voir la suite. Non, je pense que la loi n'est pas votée. La loi a été... La proposition est adoptée. Au niveau de la commission des lois, c'est la phase de la plénière. Il n'y a pas d'engouement autour de ça parce que la majorité est là et dite, c'est du préfet. Donc, on attend de voir la suite simplement. Non, ce n'est pas la majorité est là qui est le problème. Vous, en tant que citoyen, vous donnez... Il est libre de commenter. Je dis à cette étape, je laisse évoluer les choses. Moi, je crois que c'est un problème pour notre démocratie. Parce que le droit de grève qui est inscrit dans l'article 31 de la Constitution n'est pas inscrit pour être inscrit. La Constitution, c'est l'histoire des peuples. C'est le constituant tenu compte de l'histoire politique et constitutionnelle et a vu le rôle éminemment joué par les syndicats dans l'avènement de la démocratie et leur a offert la part belle. Toutefois, ce droit est un droit encadré. Vous savez ce qui arrive aujourd'hui là. Les syndicats doivent s'en prendre à eux-mêmes. Je parle là en tant que syndicaliste qui n'est pas un naïf dans ce milieu-là. Lorsque vous êtes prêt à vous accoquiner avec les politiques, à vous laisser manipuler par les politiques comme ils veulent, tout en sachant que ce droit que vous avez qui permet aux politiques de vous manipuler est un droit non absolu et réglementé par ces mêmes politiques-là, le législateur. Celui qui est opposant hier, c'est lui qui est devenu mouvancier aujourd'hui. Quand il était opposant, la manière dont vous êtes resté avec lui, vous a manipulé là, il sait ça, non? Quand il est devenu mouvancier aujourd'hui, quand vous êtes là-bas, en train de vous faire vos gymnastiques là, il ne vous prend pas au sérieux. Et il décide donc de freiner ce droit-là pour que vous ne soyez plus manipulé aussi tant. Vous voyez, c'est ça. Donc les syndicats ne se sont pas pris au sérieux aujourd'hui, le politique les a pris par la main. Sinon, dire 10 jours de grève par an, c'est supprimer en fait le droit là. Et c'est pourquoi la décision de l'eau, j'ai combattu cette décision. Quand les syndicats criaient victoire, j'ai dit non. On dit d'encadrer, mais on n'a pas donné la limite de l'encadrement. Voilà un champ d'encadrement qu'on vient de faire. Si les choses restent en l'état, c'est un problème pour notre démocratie. Voilà. Et bien, nous toujours évoluer dans le débat. Monsieur Yonossi, le ministre de la Justice, vous le savez, vient d'ordonner l'annulation des passeports de l'ancien ministre Komi Kouché, du maire Liali Vileno Soglo et puis du maître Abou Seydou, le garde des Sceaux, après cette décision dans le cadre des poursuites judiciaires engagées contre eux. Bonne décision du ministre de la Justice, selon vous? Voilà une aberration au plus haut niveau de l'État. Voilà des individus, des gens, des personnalités qui ont assumé de grandes responsabilités dans ce pays, qui ont peut-être été impliqués ou bien qui sont soupçonnés dans des affaires. Mais à ce jour, ils ne sont pas condamnés. À ce jour, aucune charge n'est retenue contre ceux-là. Ils sont juste soupçonnés. Et à cette étape des choses, on demande d'annuler leur passeport. Avoir un passeport, c'est d'abord un droit citoyen, un droit... c'est comme si désormais, ou à partir de cet instant, on va dire, leurs enfants ou bien les petits-enfants qui vont naître ne vont plus avoir droit aux actes de naissance parce qu'ils sont de la lignée de Kouché, de la lignée de Soglo, de la lignée de Seydou. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Et on sort un communiqué truffé de fautes signé par un ministre de la République. Un communiqué vraiment imprécis.
c'est de leur passeport de service on parle, c'est de leur passeport ordinaire qu'on parle. C'est autant de questionnements auxquels aucun Béninois n'a eu de réponse. Je voudrais avant tout, pour donner mon point de vue de façon concrète sur ça, que les gouvernants améliorent d'abord la qualité de tout ce qui est acte administratif qui signe et sur lesquels ils apposent leur signature. C'est pas la première fois on voit un communiqué ou bien une acte du gouvernement ou qui n'est même pas digne de quelqu'un qui a un BPC et tout. Donc, il faut, s'il n'y a pas de services pour relire, pour bien rédiger les choses, il faut que les gouvernements se prennent au sérieux parce que ça reflète en réalité ce qu'ils sont. Si un ministre présumé d'auteur signe un communiqué de 5 phrases avec autant de fautes, là, vous savez que les fautes, mais le contenu même. Le contenu même est précis. Parce qu'on ne peut pas priver un Béninois d'avoir un passeport. Il est Béninois, il doit avoir un passeport. Mais je me dis peut-être que ils étaient amenés sous mandat d'arrêt international. Mais juste là, on ne nous a jamais dit ce qu'on leur reproche. Il y a pas le Conseil des ministres a été un peu plus clair. Sur les abus. Je ne suis pas juriste, mais je vois que c'est des abus. Les gens ont été écoutés. Et comme le cas de Komi Koutié, qui s'est présenté lui-même librement, sans contrainte aucune. Komi Koutié est allé, on l'a écouté, on ne lui a jamais notifié qu'il est sous le coup de mandat, d'arrêt et tout. Et le gars voyage de là-bas, il apprend simplement qu'on délivre un mandat d'arrêt contre sa personne. C'est des choses qu'on n'arrive plus à comprendre. C'est pour ça, je dis que dans ce pays, il y a une crise de confiance entre les citoyens et la justice. Si la justice doit être manipulée comme ça, les populations seront obligées un beau matin de se faire justice elles-mêmes. Donc, pour ce qui est de Liadi Soglo, là, c'est encore plus grave parce que je suis conseiller à la mairie. Tout à fait, oui. Je suis conseiller à la mairie de Cotonou. Pourquoi il est toujours à Paris? On a voulu, de mon point de vue, la lecture que je fais de cette affaire, on a voulu l'humilier. On a voulu l'humilier, il a pu s'échapper, il est parti. C'est un acharnement contre un opposant où sa position ne permettait pas de faire certaines choses, il n'était pas prêt à faire certaines choses avec le pouvoir en place. Mais de ma position, je puis vous dire que à ce jour, rien n'a été reproché à Liadi. Je défie celui-là, capable de se tenir devant moi pour me dire Liadi a volé 80 millions, il s'est consigné dans un papier, Liadi a volé 100 millions, 10 millions, 5 millions. Il n'y a rien. Mais le ministre il y a eu, je vous dis, il y a eu un document, un questionnaire de 20 ou bien 10 questions, je me rappelle plutôt. Les deux grosses fautes issues d'une conclusion d'audit, et Dieu seul sait que dans toute gestion, il y a toujours des insuffisances. Et les audits, ce n'est pas pour traquer. Les audits, c'est pour améliorer la gestion de ceux-là qui ont en charge les dépenses publiques et bien d'autres. On a reproché à Liadi Soglo, maire de Cotonou, d'avoir fait une procédure de 3 factures pro forma au lieu de conclure cette dépense par, comment on appelle ça, demande de cotation. La procédure de 3 factures pro forma est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien de millions, des milliards? Non, je vous dis, quand on parle de procédure de demande de cotation, la procédure de demande de cotation, c'est des dépenses de moins de 10 millions en termes de services et études, et en termes de moins de 20 millions pour ce qui est équipement fourniture, et moins de 60 millions pour des travaux. Mais personne n'a pu dans ce bonnet dit... Un peu la gestion aussi du maire, un peu solitaire, cavalier, ça, c'est un autre problème. Une conclusion ou bien des recommandations d'audit doit pouvoir nous situer sur sa gestion. Liadi Soglo a volé 80 millions. Moi, je suis conseiller à la mairie aujourd'hui. Je n'ai pas vu un document qui retrace ce que Liadi a détourné. On n'a pas lu ça. Le Conseil de ministres n'a jamais publié quelque chose où Liadi a été épinglé. Est-ce que Liadi Soglo était vraiment propre dans sa gestion? Non, il ne faut pas mélanger les choses. Non, ça, c'est pas mélanger. Je vais y revenir.
Il va revenir. Il ne faut pas mélanger les choses. On n'a jamais eu un document nous disant que l'IADI a pris un domaine de l'État ou bien un domaine de la ville qu'il a vendu à tel montant et pour ça, tout a été des rumeurs. Ça, moi, conseiller, je le dis. Récemment, le préfet de littoral, Modeste Retomolo, qui a vociféré, qui a quand même tapé du poing sur la tête par rapport à la gestion. Oui, je l'ai toujours déploré. Je n'ai pas été ami de l'IADI, je n'ai pas été un partisan de l'IADI, j'ai été son opposant. J'ai toujours dit, tel que vous gérez la mairie, c'est pas bon. Vous devez vous améliorer. C'est grâce à nous que Cotonou a pu se doter d'un plan de développement communal. Du moment où Cotonou s'est doté d'un plan de développement communal, un document programmatique, moi je l'ai dit la dernière fois à la session, on n'a plus à faire des interventions, des interférences de préfet sur la qualité des dépenses, le choix de gestion et le choix des routes à faire. Vous pensez que le Non, moi je l'ai dit, c'est l'occasion de le souligner. Il y a un journal qui a titré la dernière fois les révélations de Yanoussi et tout. Qu'il le sache, le préfet et moi, on est des amis de plus de 15 ans. C'est vous qui avez eu des problèmes avec... Non, j'étais même pas à cette séance, donc c'est un mélange d'informations. Peut-être moi, à la mairie, je me suis prononcé par rapport à la gouvernance, à cette façon de gérer les choses par le maire actuel et qui étale ses limites à gérer Cotonou. La conclusion, c'est que je vois que il allait déclarer un soutien au pouvoir en place, il l'a fait, mais ce que je note, c'est que si c'est vraiment de ça, la rupture a besoin pour évoluer. Ce serait dommage parce que ce matin, j'étais déjà ici quand je consultais les réseaux sociaux où j'ai vu son annonce depuis hier, par exemple, sur sa page Facebook, où il n'y a même pas 2 j'aime. Il n'y a même pas son fils qui a dit, monsieur le maire, je vous soutiens, papa, c'est bon ce que vous faites. Ça suppose que la rupture, ça veut dire que la rupture n'a aucun soutien franc. Ça veut dire que la rupture n'a aucun soutien sérieux. Ceux qui critiquent la rupture, c'est ceux-là qui lui font en réalité du bien. Comme vous, voilà. Peut-être sur cette affaire de passeport, je crois que les gouvernants doivent revoir leur mode de fonctionnement. Il y a plein de juristes, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Ça se passe un peu partout dans les pays. On ne vous reproche rien, on vous prive de votre passeport, on ne vous reproche rien, on décerne contre vous un mandat d'arrêt. C'est des choses qui élèvent la tension sociale. Monsieur Arukono, par rapport à cette question donc, du retrait des passeports de certains cadres, surtout le ministre Komi Kouchi. Bon, je vais me prononcer par rapport au passeport et également par rapport à la situation de l'IADI. Vous savez, quand j'ai eu l'information, ma première démarche était de réunir le cadre juridique qui permet de faire ce retrait. J'ai pris le code de procédure pénale, j'ai appelé un avocat qui devait m'orienter un peu. Bon, je n'ai pas pu réunir tous les tests qu'il faut. Sinon, en principe, si vous me posez cette question, je dois citer les tests pour éternuer mes arguments. Toutefois, je dis, Komi Kouchi, Abou Seydou, Léali Soglo, ceux-là, les gens qui ont les moyens d'avoir des conseils juridiques, ils ont tous des avocats. Et donc, si ce que le gouvernement a fait, puisque je n'ai pas tout l'arsenal juridique qu'il faut pour dire que c'est bon ou c'est pas mauvais là, si ce que le gouvernement a fait, ils estiment que leurs droits ont été brimés, que leur conseil à leur place enclenche une procédure judiciaire, qu'ils saisissent la justice. Et même si c'est des droits fondamentaux, qu'ils saisissent la Cour constitutionnelle. Et que, à travers les décisions, on verra si leur droit a été brimé ou pris en compte. C'est ça. Je ne dirai pas plus. Par rapport au problème de l'IADI. Bon, d'abord, je dois rappeler que, puisqu'il y a toujours les gens du FCBE
Je viens toujours là parce que je dois rappeler que dans ce pays, la FCBE là, avait 67 maires qui sont de la mouvance. Un peu pour dire que sous Yahi là, soit tu es maire mouvancier ou tu ne vis plus. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas sous, même si ce que mon ami a dit là, même si c'est ce cas là, ce n'est pas sous talon que ça a commencé. C'est le jeu de la politique qui est comme ça. Toutefois, je sais que ce que Léali Sogo a subi doit avoir ses aspects politiques. Ça, c'est clair pour tout le monde. Ça doit avoir ses aspects. Puisque nous sommes des politiciens. Donc, dans nos comportements, on doit lire la politique. Mais nous ne pouvons pas outrepasser les tests pour agir aussi. Ce que Léali a subi est prévu par la loi. Il est conseiller municipal, il sait que les têtes de la décentralisation ont prévu des cas de destitution des maires et des cas de révocation des maires. La destitution du maire est purement politique. Parce que on dit, lorsque il y a abus de confiance, lorsque les gens n'ont plus confiance, lorsque les conseillers, il y a une crise de confiance. Oui. On ne peut pas mesurer le degré de confiance dans le cœur de quelqu'un. Et donc, lorsqu'il y a crise de confiance, ce que le décret a prévu, c'est que le préfet tente en 15 jours de vous réconcilier. Lorsque vous n'êtes pas arrivé à vous réconcilier, on confirme qu'il y a crise de confiance. C'est ça. Et on va à un vote de défiance. D'accord? Et vous voyez, ça c'est ça. Maintenant, la loi a prévu le cas de la révocation. Et c'est ça que les conseils juridiques des maires ne leur disent pas. Pour le cas de la révocation, vous devez commettre des fautes lourdes qui sont normalement citées. 6 fautes lourdes qui sont normalement citées. Et lorsque vous vous retrouvez dans ces cas-là, le préfet, à travers le cadre de concertation départementale, peut, soit par écrit, ou bien on échange oralement, et le préfet, l'avis du conseil départemental est un avis consultatif. Ce n'est pas un avis qui s'impose au préfet. Et le préfet donc peut prendre un arrêté qu'il adresse au ministre de la décentralisation. Et donc, la procédure a suivi. Mais ce que je voulais souligner, et que M. Yanoussi doit comprendre, la même loi prévoit que lorsque le maire qui a été cela estime qu'il y a abus de pouvoir, c'est parce que je suis opposant que le préfet, le ministre de la décentralisation et le gouvernement m'ont révoqué. Lorsque le maire estime qu'il s'agit d'un cas pareil, la loi a prévu qu'il saisisse la chambre administrative de la Cour suprême. Ce que votre Léali a fait. Et non, ce que je vous dis, c'est pas la procédure. Ce dont je parle, je ne parle pas de la révocation ou non de Léali. Moi, je parle de la procédure. Je parle des mandats d'arrêt décernés contre Léali et je parle de cette d'accusation. Non, oui, vous avez dit que je ne dis pas que concrètement Léali. Je ne dis pas que Léali ne devrait pas être révoqué ou ne devrait pas être destitué. J'ai dit qu'il y a 10 points ou 20 points, je ne me rappelle plus le nombre exact, mais de tous les reproches faits à Léali, il y a 2 points essentiels. Avoir exécuté une dépense en dessous du seuil de passation des marchés publics par procédure de 3 factures pro forma au lieu de faire une procédure de demande de cotation. Les 2 procédures s'équivalent à ce jour. Je ne refuse pas. 2, on a parlé de domaine de dossiers fonciers. Il n'y a jamais eu de précision ou de pertinence dans ce qu'on nous reproche. Et il n'a pas été accusé, il n'a pas été condamné du moins pour qu'on décerne un mandat d'arrêt international même contre lui. C'est ce que je dis. Révoquer dans les formes
c'est un autre problème. C'est ça. Dont on peut parler ailleurs ou bien sur un autre plateau. Mais je vous dis que tout audit vise à améliorer la gestion de celui qui a à charge les dépenses publiques ou autres. Je ne vise pas à faire enfermer, l'audit ne vise pas à faire exiler quelqu'un de force ou bien l'audit ne fait pas à boucler un opposant. L'audit vise à améliorer la gestion. On vous a confié la gestion de temps. Des auditeurs peuvent venir voir votre performance, vous évaluer, vous prodiguer des conseils pour que vous amélioriez votre gestion. Ce doit être le sens de l'audit. Voilà, il faut dire que c'est pas pour la première fois. Je voulais dire rapidement que le retrait des passeports, donc aux anciens ministres ne date pas d'aujourd'hui, puisque vous savez, au temps du président Bouniaï, il y a eu quand même Kamalo Fossassi, Rogassi et Biaou, il y a François Loulou Bessi, Amazino et Souleymane Navali qui se sont fait retirer donc le passeport parce qu'ils devaient répondre donc, devant la haute cour de justice. Donc voilà, c'est pour dire que c'est pas une nouveauté en quelque sorte par rapport à ça. Nous allons, puisqu'il nous reste à peine moins de 30 minutes, nous allons peut-être, avant de recevoir quelques auditeurs pour leur contribution, et faire en quelques 5 minutes parler un peu donc de l'USL, parce que vous faites partie bien sûr donc de l'USL, vous êtes membre de l'USL. Alors, en 2019, est-ce que vous serez partant pour les législatives de 2019, M. Yanoussi? On ne crée pas un parti politique pour aller s'asseoir chez lui et dormir. Parce qu'il y a M. Gabriel Adjavon, qui est le frère justement donc, de votre leader charismatique, Sébastien Adjavon, et également M. Nouroudine Saleh, qui vous ont titillé, qui dit que l'opposition est à neuf aujourd'hui, qu'on ne sent rien. Qu'est-ce que vous voulez sentir? On nous tombe déjà sur les questions les plus importantes. Ça sur le terrain. Vous avez dit quoi? Moi, je suis sur le terrain tous les jours. Je fais des activités. Voilà, chacun avec sa stratégie. Donc, retenez simplement qu'on est là, on sera à tous les rendez-vous. On va se prononcer. Comment se passe l'opposition aujourd'hui? L'opposition aujourd'hui, je ne parlerai pas de toute l'opposition, mais je parlerai avec aisance de l'USL à laquelle j'appartiens. L'opposition est composée de beaucoup de mouvements, beaucoup de partis politiques. Je crois que vous constatez comme moi la position de l'opposition à travers les députés de la minorité, c'est déjà de ça il s'agit, c'est déjà l'image que nous devons... L'opposition chez vous n'a pas de bloc ici? Non, vous voyez déjà la minorité parlementaire agit. Est-ce que les 17 suffisent pour titiller le gouvernement? Ça doit se réjaillir, ça doit réjaillir sur la base. Et puis nous on suit, l'opposition parlementaire donne les orientations et nous au niveau plus décentralisé et au niveau... Vous êtes conseiller, moi je suis conseiller municipal Union fait la nation. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et puis que vous puissiez voir ce changement de vous étiez quand même de la mouvance pour vous. C'est pas ça. Fini bien. Je voudrais remercier. Vous allez me permettre de conclure.